Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 10e sprint Readmetrics. Donc, on a commencé le 14 mai, on est aujourd'hui le 23 juin. C'était relativement court, mais on a quand même fait pas mal de choses. Le sprint 9, on avait souhaité la bienvenue à Zach, le stagiaire qui nous avait rejoint. Il nous montrera ce qu'il a fait pendant le sprint. Et on a la joie aussi d'accueillir une nouvelle membre de l'équipe qui se présentera tout à l'heure, qui est Léa, qui vient dans l'équipe avec un profil de rédactrice technique. Et donc qui va se charger de la documentation, de l'animation de la communauté avec Fred. Et vous avez déjà eu l'occasion de recevoir des mails de sa part parce qu'elle a déjà été relativement active. Donc bienvenue Léa. Donc ce sprint 10, le sommaire, enfin les points clés. Les points clés, on arrive on vous parle de choses dont on vous a déjà beaucoup parlé au fur et à mesure des sprints précédents. Et là, on arrive dans le concret parce qu'on va livrer en fait tout ce qu'on a préparé. On est en train de livrer tout ce qu'on a préparé, en particulier ce qu'on appelle désormais des espaces applicatifs. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme des tableaux de bord communs ou des tableaux de bord spécialisés. Donc, en particulier, thèse.fr, Istex, plus tard, ça sera BibCNRS ou les panistes. Donc, des données d'usage qu'on héberge sur EasyMesure qui sont dédiées à des équipes ou à des applicatifs, mais que potentiellement qui peuvent potentiellement être ouverts à un public plus large. Et donc, on vous avait expliqué que pour ça, il fallait pas mal enfin, configurer de nouvelles fonctionnalités. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va être en mesure de vous proposer. Donc là, on est prêt pour thèse.fr. Istex, comme ça vous a été montré pour ceux qui ont assisté aux journées Istex par Matisse, en fait, c'est en cours, donc on va bientôt pouvoir le faire. Donc, les espaces applicatifs, on va y revenir hein, au cours de ce sprint, c'est un espace ou des espaces supplémentaires qui s'affichent lors de votre connexion à EasyMesure et qui vous donnent accès à des données d'usage dédiées. Pour en fait pouvoir montrer dans ces espaces applicatifs des beaux tableaux de bord, eh ben, il a fallu qu'on développe ce qu'on appelle des vues sur des index filtrés, hein. Les index filtrés, on vous en parle aussi depuis plusieurs sprints. En particulier, typiquement, l'image, c'est accéder aux données d'usage de votre établissement. Dans Istex, eh bien, dans Istex, votre établissement consulte Istex. Sur un tableau de bord basé sur un index filtré, vous allez pouvoir voir les usages de votre établissement. Et là, bah, on est aussi prêt, c'est-à-dire que les espaces ne sont pas encore ouverts, mais on est en mesure d'opérer les index filtrés. Voilà. Sur test.fr, c'est en cours, donc ça viendra après. Et puis la suite, bien sûr, le courant du moissonnage. Bon, SGBU, c'est terminé, mais on moissonne maintenant les données d'usage avec EasyCounter pour 2025. Et puis toutes les perspectives qu'on va vous proposer encore en ce qui concerne bah, l'évolution de Counter, hein, Counter 5.1, et puis plein de nouveautés. Voilà. Je passe la main à Léa, donc maintenant, qui va se présenter. Donc Léa, bienvenue. Et puis je te passe la parole pour que tu puisses nous dire qui tu es. Voilà. Merci Dominique. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Doridan, donc j'ai rejoint l'équipe Readmetrics dans le service mesure des usages, département accéder à l'information scientifique à l'INI-CNRS le 12 mai dernier en tant que rédactrice technique. Mes différentes missions sont de revoir et rédiger la documentation des outils de Readmetrics et co-animer la communauté avec Frédéric en contribuant à la communication autour des nouveautés et à l'accompagnement des utilisateurs. On peut passer à la slide suivante.
Pour commencer, je vais vous donner des nouvelles du blog. Je vous rappelle que le blog permet d'avoir les actualités, les rendez-vous des webinaires, les tutoriels des différents outils de Readmetrics. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et le lien apparaît en haut de la slide. J'ai eu l'occasion de publier deux articles. Un premier intitulé Comment être informé de l'actualité d'EasyMesure, qui explicite à quoi sert la liste de diffusion d'EasyMesure, comment s'y abonner et comment la paramétrer afin de choisir le mode de réception des messages. Et le deuxième article concerne l'annonce du lancement du moissonnage Counter 5 du premier trimestre 2025. Plus de 20 673 rapports ont été collectés en 4 jours pour 128 établissements. Par ailleurs, si votre établissement n'a pas été moissonné, je vous invite à aller consulter l'article de blog pour obtenir les modalités de moissonnage. Frédéric a publié un autre article qui concerne les modalités d'accès au tableau de bord thèse.fr à l'occasion du webinaire de présentation organisé par l'équipe EasyStat de la BES. Et je vais passer la main à Thomas. Merci Léa. Je sais plus Fred si c'est moi qui parle sur celle-là ou si c'est toi. Je vois nos deux photos et je me rappelle C'est plus ce qu'on avait déterminé. Bah, c'était toi. C'était moi. Bon bah c'est parti. Donc Il n'y a pas de souci. on a on a organisé deux formations en distanciel pour les collègues de la région de Toulouse et de la région bordelaise à leur demande. Ce sont des ateliers de formation qui sont très intéressants pour nous parce que on voit tous les collègues d'un même bassin pendant quelques heures, une demi-journée en ligne, c'est un peu difficile de faire plus. Et c'est en particulier parce qu'on a du mal à se déplacer, et Frédéric et moi, pour différentes raisons depuis le Covid. Donc, pour pallier ces déplacements qui sont compliqués, on organise des webinaires à la demande, enfin pas des webinaires, mais des ateliers de formation à la demande. Et donc là, on était très content de pouvoir, dans la foulée quasiment l'un de l'autre, de pouvoir faire ces deux grandes séances assez intenses pour les collègues bordelais et les collègues toulousains. À chaque fois, Pauline, merci à vous de vous être prêtée à l'exercice. À chaque fois, c'est des occasions très riches en fait de discuter euh, avec des collègues, avec des équipes et souvent même avec plusieurs équipes, et en particulier dans des configurations où maintenant dans Readmetrics, vous pouvez avoir des configurations de type ce qu'on appelle complexe, donc ça c'est les commus, les EPE, avec des relations euh, des relations entre établissements, des établissements composantes et des établissements chapeaux, dans lesquels on déclare des points d'accès, alors à un niveau ou à un autre, et on essaye de voir comment on retrouve nos informations à chaque niveau et ce que ça représente. Et puis ensuite, on présente aussi les manipulations standards, les visualisations, etc., etc. Donc voilà, si d'autres collègues sont intéressés pour rejouer ce type de format, Frédéric et moi, on se tient à votre disposition et ce sera avec grand plaisir. En espérant pouvoir proposer des choses en présentiel l'année prochaine ou la suivante à rediscuter. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Donc là, je change de sujet. On passe à l'enquête ESGBU qui nous a occupé une grande partie du premier trimestre 2025. Donc pour rappel, on propose dans EasyMesure des tableaux de bord ESGBU qui sont versés dans tous les espaces établissements. C'est la troisième campagne annuelle où on fait ça. Donc pour le volet usage numérique de l'enquête ESGBU, l'enquête nationale, on moissonne à grande échelle tous les rapports Counter qui sont disponibles pour tous les points d'accès pour lesquels on a des identifiants fournis par tous les établissements, et on agrège des données dans un tableau de bord un peu particulier qui s'appelle le tableau de bord ESGBU. Et donc on prémâche en quelque sorte le travail de saisie de l'enquête en fournissant des indicateurs qui sont déjà agrégés, précalculés pour une sous-partie de l'enquête. L'enquête a suivi son cours, elle est close depuis la mi-mai. On a eu pas mal de retours et puis les collègues se posent des questions qui sont pas encore tout à fait tranchées. Donc on a discuté avec les collègues du ministère à propos
ces questions qui restent un peu en suspens. On va discuter avec le GTI pour essayer de faire donner des conseils qui permettraient de faciliter les décisions ou enfin, de dissiper quelques doutes au moment de remplir l'enquête. Et puis l'autre gros morceau, c'est que il y a un certain nombre d'éditeurs pour lesquels on avait des soucis techniques qui nous empêchaient de fournir les données en temps et en heure au moment de l'ESGBU. Et donc on a procédé à des moissons qu'on appelle correctives, euh, quelques jours ou quelques semaines après la clôture de l'enquête. Donc ça a été en particulier le cas pour le WOS, pour Scopus et puis pour IOP, et puis il y en avait quelques autres. Bon, là maintenant on est au 23 juin, c'est un peu trop tard, mais on a fait passer un mail pour dire qu'il restait une possibilité de corriger les données directement auprès des collègues du ministère qui sont au pilotage de l'enquête, pour les quelques établissements qui auraient voulu modifier les saisies qu'ils avaient fait jusque-là dans l'enquête. Donc il y a toujours une période de rattrapage possible, quand bien même l'enquête serait terminée. C'est 1 ou 2 semaines, hein, mais ça suffit parfois à corriger des choses qui étaient problématiques dans les saisies, dans les premières saisies. La slide suivante, s'il vous plaît. Et donc parmi ces retours, donc on a fait une réunion un récapitulatif avec les collègues du ministère à propos de ces différents sujets là sur l'enquête, et on a encore quelques questions qui sont en suspens. Donc on a la question d'ajouter des nouvelles métriques à l'enquête, puisqu'on à force de récupérer des rapports Counter 5, on voit qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas exploités dans l'enquête nationale qui pourraient l'être, puisque les données sont fournies par les éditeurs. C'est le cas notamment des ressources de type multimédia, enfin des supports audiovisuels, des choses comme ça qui sont fournis par les éditeurs et dont on a des stades d'usage. Et puis toute la question que nous, on ne traite pas directement dans EasyMesure, mais qui est quand même un gros morceau de l'enquête, qui est celle des stades d'usage qui sont fournis à des formats qui ne sont pas Counter. Donc typiquement les éditeurs qui sont restés bloqués à Counter 4, ou alors les éditeurs qui fournissent des stades d'usage qui sont complètement hors normes, c'est-à-dire qui sont plutôt des stades d'usage de type audience web, etc. Donc là, il faudrait qu'on discute, et c'est à l'ordre du jour de notre prochaine réunion avec le GTI, de qu'est-ce qu'on peut émettre comme recommandation aux collègues pour refaire peut-être un panorama de ces ressources qui restent non conformes, voir à quel calendrier elles pourraient devenir conformes, et si elles continuent à être non conformes, qu'est-ce qu'on peut en faire, parce qu'elles représentent quand même 50% en gros des usages. Voilà. Donc plutôt que d'imposer une enquête post-enquête aux collègues qui ont rempli le SGBU comme on avait fait l'année dernière et la précédente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre le relais côté Couperin au sein du groupe de travail GTI pour faire ce récapitulatif post-enquête d'une année à l'autre et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer le SGBU. Alors doucement, parce qu'il y a une obligation de continuité qui est assez forte. C'est une enquête qui a lieu depuis la fin des années 70. Et donc, on ne peut pas introduire des nouveaux indicateurs chaque année. Euh, il faut qu'on puisse maintenir une certaine continuité quand même. Il y a eu une grosse cassure au moment de Counter 5, là, quand on a séparé le non-counter du Counter 5. Et puis au sein même de Counter 5, il y a eu une cassure aussi dans les données rapportées quand on a commencé à demander les métriques de type unique par rapport aux métriques de type total. Bon, l'enquête a déjà été pas mal bousculée, et donc là, on est de nouveau en phase de stabilisation, et donc on discute euh, euh, au rythme de l'enquête de ce qu'on pourrait lui faire demander aux établissements qui la remplissent. Alors, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur le thème de cette sprint review, justement par rapport à ce qu'a évoqué Dominique en introduction. Je vais vous parler justement de deux cas d'usage qui sont en cours de finalisation, voilà, avec donc une collaboration qui est faite avec donc l'équipe Rhythmetrix et puis deux équipes. En particulier, une équipe à l'INIS CNRS, hein, c'est l'équipe ISTEX. Et donc, il y a un accompagnement qui est à la fois technique et un accompagnement qui est fait aussi sur la prise en main des tableaux de bord
et puis notamment l'accompagnement avec Matisse pour créer un tableau de bord pour les établissements, pour un petit peu faire évoluer ces statistiques d'usage qui, jusqu'à présent, eh bien, c'était les établissements demandaient un rapport de leur consultation sur la plateforme Istex annuelle, et ce rapport était envoyé de façon manuelle en PDF avec un petit fichier avec des consultations. Et donc ça va disparaître au profit justement de cet espace que Mathis a présenté lors des journées ISTEX. Cet espace ISTEX établissement qui va être bientôt disponible courant juillet, et qui va permettre aux établissements d'accéder à leurs données d'usage bien spécifiques avec justement leur identifiant ISTEX. Alors, l'accompagnement, eh bien, c'était d'aider Mathis à valider un tableau de bord, et puis aussi un accompagnement avec l'équipe de développeurs pour, eh bien, vous le verrez tout à l'heure pendant cette sprint, mettre en place des données avec, c'est Léo qui en parlera, des données qui permettent aussi d'afficher maintenant des données d'open access, et puis tout un travail qui a été refait sur le retraitement des données et aussi sur le filtrage de ces données. Voilà, donc cette présentation a été faite pendant les journées STEX. Il y a eu des retours très positifs, et nous allons organiser à la rentrée, donc avec Mathis, un webinaire, et donc on vous en fera part dès la rentrée. Ensuite, eh bien, il y a une autre présentation qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais elle a été reportée donc au 3 juillet. Cette présentation va concerner l'espace abestes.fr. Donc là, c'est pareil, il y a un accompagnement qui a été fait avec l'équipe ABES EasyStat depuis l'année dernière, un accompagnement à la fois technique et un accompagnement plus documentaire aussi pour leur permettre de mettre en place un tableau de bord spécifique, un tableau de bord commun et donc global, hein, avec des données globales. Donc c'est la première étape de cette présentation. Ce webinaire aura lieu le 3 juillet avec donc Sonia Salami et Maïté Roux. Et puis Thomas et moi, nous participerons à ce webinaire pour eh bien, faire un historique et donner aussi des informations pour les modalités d'accès au tableau de bord. C'est l'article dont Léa vous a évoqué tout à l'heure en introduction. Voilà, donc là, je vais laisser la place maintenant aux nouvelles fonctionnalités, justement, et je vais donner la parole à Dominique. Eh ben, merci Fred. Bon, j'espère que ceux qui suivent nos revues de manière régulière ne m'en voudront pas de ressortir ces slides que j'utilise pour contextualiser un peu les choses sur lesquelles on travaille. Parce que, enfin, je pense que c'est quand même nécessaire parce que c'est relativement complexe. Donc, pour vous remettre dans le contexte, les vues sur les index filtrés, c'est la terminologie qu'on va utiliser maintenant pour parler de ces données qui sont rendues accessibles à des établissements pour un sous-ensemble de données d'usage. On le fait parce que dans EasyMesure, on a maintenant ce qu'on appelle des fiches établissements. Dans ces fiches établissements, on va définir un certain nombre de choses qui vont nous permettre de gérer les accès et les visualisations. Donc en particulier, donc l'établissement, on va déterminer s'il a accès ou non à un espace, hein, comme je l'évoquais au début, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à EasyMesure, vous voyez apparaître un certain nombre d'espaces qui vous sont disponibles. Et ben là, en fait, vous allez en voir de nouveaux qui vont apparaître. Et puis aussi, même si même si votre établissement a un nom, en fait, ce nom, il faut qu'il soit, c'est pas suffisant, il faut un identifiant à cet établissement. Et l'identifiant, il faut qu'il corresponde à ce qu'on peut trouver dans les données d'usage. Euh, Comme l'évoquait aussi Fred, il faut que ça puisse être fait de manière automatique, plus de façon manuelle, comme on a pu le faire particulièrement pour ISEX. Donc, pour l'établissement, on va avoir
et Yannick va y revenir par rapport quand il va décrire techniquement la fonctionnalité, on va avoir des conditions qui seront nécessaires et puis on va avoir des filtres qu'on va appliquer sur les données. Voilà, le slide suivant, s'il te plaît. Et donc, les index filtrés, c'est vraiment le cœur de cette fonctionnalité qui permettent de donner accès à un sous-ensemble. Donc, d'un point de vue technique, on est maintenant capable d'identifier les établissements dans les données d'usage parce que on a enrichi euh, via différents moyens, particulièrement par exemple pour l'ABES grâce aux identifiants qui sont fournis et qui sont enrichis via des middleware ou pour Istex via des plages IP quand il y a une authentification. Donc les données sont enrichies. Ça a donné lieu à des retraitements. Léo vous en donnera quelques détails. Et puis alors, pour l'accès ensuite, il faut qu'on attribue des rôles, hein. Quand vous vous connectez à EasyMesure, vous vous identifiez. Lorsque vous êtes identifié, ben, on constate que vous appartenez à un établissement et donc du coup, ça vous donne des droits et ces droits sont gérés par des rôles. Et ces rôles sont basés, enfin, ouvrent l'accès aux données via ce qu'on appelle des alias d'entrepôt. Donc, du coup, ce qui peut se passer, c'est que bah, si vous n'avez pas le bon rôle, bah, vous ne voyez pas les données, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est relativement important puisque ça nous permet de vous garantir que les données que vous déposez dans EasyMesure, il n'y a que vous. En tout cas, on gère très bien quel est cet accès aux données. Voilà. Le slide suivant, c'est pour, avec un schéma, essayer de rentrer un petit peu dans la technique. Donc, quand vous vous connectez à EasyMesure, bah, traditionnellement, vous avez soit un ou soit deux espaces. Vous avez un espace EasyParse si vous déposez des données d'usage local dans EasyMesure et où vous avez un espace EasyCounter si vous avez enregistré des endpoints avec EasyCounter et qu'on moissonne pour vous. Donc ça vous donne accès à des tableaux de bord génériques. Vous pouvez aussi faire vos propres tableaux de bord personnels et ces tableaux de bord sont basés sur des données et les données dans EasyMesure sont rangées dans des index. Voilà, et cet accès est géré par ce qu'on appelle des entrepôts. Donc, il y a des entrepôts de type EasyParse, il y a des entrepôts de type EasyCounter. Voilà. Et la nouveauté, c'est que maintenant, comme on héberge les données, par exemple, d'Istex, eh ben, on peut sur votre fiche d'établissement, en mettant un indicateur, vous donnez accès à un espace Istex. Et donc, cet espace Istex va contenir un tableau de bord générique qui, lui, va pouvoir pointer sur, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, un entrepôt virtuel qui va, lui, gérer l'accès à des vues filtrées sur les données à l'entrepôt Istex. Ça grâce à un identifiant qui est l'identifiant établissement Istex qui va pouvoir donner des vues sur des entrepôts. Alors, de type EasyParse, parce que les données de Istex sont des données de type EasyParse. Et donc, du coup, bah là, on voit qu'il y a l'exemple sur le trimestre, les deux premiers trimestres 2025. Voilà. Et ça donne accès à un sous-ensemble, donc des données d'usage de la plateforme Istex. Et puis, l'autre exemple, c'est l'espace ABES. Donc, si dans votre fiche établissement, vous avez un indicateur qui vous permet d'accéder à l'espace ABES, de la même façon, vous aurez des tableaux de bord. Donc, quand on pourra vous proposer des données filtrées pour vos établissements, ben, vous aurez accès à un entrepôt virtuel. Mais là, actuellement, vous aurez d'ores et déjà accès à un tableau de bord qui vous permet d'avoir les données d'usage générales de TS.fr grâce à ce tableau de bord générique. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais passer la main à Yannick, qui lui va vous expliquer comment concrètement, au niveau de l'application, ça se présente dans la partie administration en particulier. Voilà, à toi Yannick. Ok, donc on attaque un gros morceau. Alors donc avant tout, comme disait Dom, pour pouvoir proposer des tableaux de bord individuels, on a besoin d'un moyen d'identifier les établissements qui accèdent
à ces tableaux de bord. Donc typiquement, pour les données d'usage ISTEX, elles contiennent un identifiant interne qui est propre à chaque établissement. Et donc, pour pouvoir donner aux établissements une vue qui est centrée sur leurs usages, il faut qu'on puisse leur attribuer cet identifiant. Donc, c'est là qu'entrent en jeu ce qu'on a appelé les champs personnalisés. Donc, les admins ont maintenant la possibilité de créer des nouveaux champs. Donc, c'est la capture qu'on voit à gauche que l'on va pouvoir ensuite ajouter dans les fiches établissements. Donc ça, c'est la capture de droite. Donc typiquement, si on veut donner accès, qu'est-ce que je raconte? Comment c'est, si on veut donner accès aux espaces ISTEX avec les données ISTEX, on va avoir besoin de rajouter l'identifiant interne en question. Et ça va nous permettre d'associer l'établissement aux données qui se trouvent dans leur espace, entre autres. Parce qu'on va pouvoir aussi utiliser ça pour donner potentiellement accès à certains espaces aussi. Donc ça, c'est la base qui nous permet de passer aux étapes suivantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà présenté, qui était en pré-prod et qui maintenant est en prod. Et une fois les les identifiants remplis, la première étape, ça va être d'ouvrir l'espace à tous les établissements qui sont concernés. Donc pour ce faire, nous avons maintenant la possibilité d'attribuer un rôle élastique de manière conditionnelle. C'est-à-dire que typiquement, si on veut donner accès à l'espace ISTEX, on a une interface pour créer un rôle élastique qui va octroyer l'accès en lecture seule, donc à l'espace ISTEX encore une fois, auquel on va ajouter une condition pour qu'il soit attribué à tous les établissements qui possèdent l'identifiant ISTEX. Donc, cette étape-là est suffisante dans le cas où on propose des espaces qui sont non filtrés, comme ça pourrait être le cas pour l'espace de ThèsFR qui va proposer une partie non filtrée et une partie filtrée. Donc dans le cas où on propose une partie non filtrée, on a juste à donner l'accès à l'espace et aux données. On peut le faire ici. Et les établissements peuvent accéder à ce fameux espace commun directement. En revanche, pour les espaces qui ne proposent que des vues filtrées sur les données, comme ça va être le cas pour ISTEX, on a une deuxième étape un peu plus complexe qui est nécessaire. Et c'est là qu'on introduit la notion d'alias d'entrepôt. Donc ce dont Dominique parlait juste avant. Donc maintenant, on a la possibilité de générer comment on va dire ça, des vues, donc des entrepôts virtuels, donc qui vont être associés à chaque établissement et qui vont correspondre en gros à une vue complète mais surtout partielle, enfin surtout filtrée, parce que c'est l'intérêt principal du truc, sur un ou plusieurs index. Donc dans le schéma qu'on vous montrait juste avant, c'est les parties que vous voyez là en violet. Donc ici, par exemple, on veut créer un entrepôt virtuel pour chaque établissement qui possède un identifiant ISTEX. Et donc ces entrepôts virtuels, ils pointent sur les données d'ISTEX, mais chacun d'eux, pour chaque établissement, va être personnalisé avec un filtre qui fait usage de l'identifiant ISTEX qu'on a préalablement rempli dans la fiche établissement, de façon à pouvoir restreindre l'accès aux données d'usage de l'établissement. Et donc, une fois que toutes ces étapes sont terminées, on se retrouve avec une liste d'établissements qui a accès à un même espace, ISTEX, mais qui ne voit pas les mêmes données d'usage. Parce que chaque établissement va donc avoir, d'une certaine manière, son entrepôt à lui, mais qui correspond à une vue restreinte sur les données d'ISTEX. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été donc mis en prod relativement récemment et que nous sommes encore en cours de mise en place. Mais c'est, comme disait Fred, c'est quelque chose qui arrive globalement dans le mois qui vient. Bref, et je vais donc laisser la place à Léo qui devrait nous parler des retraitements des données ISTEX. Oui, alors bonjour à tous. Donc avant de vous proposer des tableaux de bord, il fallait que les données soient toutes propres. Donc ce qu'on a fait durant cette sprint, c'est qu'on a corrigé les traitements EasyParse pour les fichiers de log Istex.
En fait, on avait un bug dans notre middleware Istex, donc qui est utilisé par EasyParse et qui permet d'enrichir les événements de consultation. On n'arrivait pas à obtenir tout l'enrichissement, donc c'est qui fait qu'on avait des missing, comme on peut voir dans la slide, dans les tableaux de bord. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant, c'est corrigé. Donc on a retraité les fichiers de log d'Istex pour l'année 2024 et 2025. Et donc, du coup, maintenant, on a tout l'enrichissement. C'est-à-dire qu'on a les informations comme les éditeurs, le titre, etc. Mais on a aussi rajouté des informations en plus, comme notamment l'information Open Access. Il faut savoir qu'Istex, ils ont enrichi leurs données en ajoutant justement cette information d'Open Access dans les documents. Et donc, on a enrichi tous les événements de consultation de 2024 à 2025 pour qu'on ait l'information Open Access sur les ressources consultées. Et aussi, dans l'objectif de vous fournir des tableaux de bord, du coup, qui sortent de l'INIS de CNRS, du coup, on a pris soin d'hacher les adresses IP, afin de respecter les règles RGPD. Et donc, sur la prochaine slide, je vais vous montrer une partie du tableau de bord qu'on va vous proposer. Donc, il a déjà été montré généralement par Fred, mais aussi par Mathis durant les journées Istex. Et donc, si on zoome un peu plus, on peut voir qu'on a deux nouveaux camemberts. Donc, on a un premier camembert qui montre la part des consultations d'Open Access. Donc, c'est possible grâce à ce que j'ai expliqué juste avant. Et aussi, avec la mise à jour des traitements Istex, on peut voir aussi maintenant la modalité de consultation. Donc, on peut voir la part de consultation par fédération d'identité et par adresse IP. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Tom qui va enchaîner sur le moissonnage 2025. Tout à fait, car comme Léa l'a précisé en intro, on a commencé à mentionner le premier trimestre 2025. Donc pour l'instant, ça concerne environ 130 établissements. On avait une vingtaine de rapports téléchargés et on a environ 70% de réussite. Donc si vous voulez que votre établissement soit dans la prochaine vague de moissonnage, vérifiez bien tous vos identifiants, qu'ils soient tous valides, aucun non testé, aucun invalide. Et ne pas oublier de cliquer sur le bouton valider mes identifiants. Côté nouvelle fonctionnalité, toujours concernant la moisson, vous avez présenté la dernière sprint le fait que la moisson était... il y avait un mail qui était envoyé de façon automatique après la fin d'un moissonnage. Maintenant, ce mail a été un petit peu étoffé avec la liste des identifiants qui ont été moissonnés, avec leur package aussi pour bien vous faire la différence. Enfin, vous sachiez tout de suite si on a moissonné tout votre établissement ou juste une partie parce qu'on avait fait un remoissonnage sur un point d'accès suite à une erreur de notre part ou de l'éditeur. Et ce mail vous indique aussi si des identifiants sont devenus invalides suite au moissonnage. Là, cette fois-ci, ça remonte à 2 sprints. Easy Mesure, maintenant, quand il lance un moissonnage et qu'il tombe sur une erreur d'authentification, va marquer les identifiants comme invalides et le mail va vous dire qu'ils sont périmés et qu'il faut aller les vérifier. Et je passe la main à notre stagiaire, Zach, qui va nous présenter son travail sur Bibliomap. Merci Tom. Bonjour à tous. Je suis Zach Pedretti et je suis en stage de fin de BUT informatique à l'INIST CNRS. J'ai rejoint en début avril et je serai là jusqu'à début août. Pour résumer, Bibliomap, c'est un outil qui permet de faire la visualisation d'événements de consultation sur une carte du monde en temps réel et avec une description sur les disciplines et les types de revues. Sur la slide suivante, nous allons voir la mise à jour technique de Bibliomap par rapport aux technologies utilisées. Euh, à l'époque, Bibliomap était développé en Node.js version 10 avec jQuery et Materialize pour l'interface, qui sont des outils et des technologies qui sont assez vieilles. Euh, la mise à jour a permis d'utiliser Node.js version 22 avec Vue.js 3 et Vuetify 3, qui sont des technologies plus récentes et en accord avec la suite Readmetrics. Ensuite, nous pouvons voir la mise à jour graphique de Bibliomap. Euh, donc, certains endroits, certains aspects de l'interface ont changé, notamment grâce à la mise à jour des technologies, mais aussi dû au changement de charte graphique pour Bib CNRS. On peut voir que les portails avec des lettres, par exemple INSB, INC,
ont été remplacés par CNRS Biologie, CNRS Chimie. Les portails ont donc été remplacés par des disciplines. On peut voir quelques détails comme le nouveau logo CNRS et, euh, euh, et c'est tout. Oui, c'est au niveau global du CNRS que la charte graphique a changé depuis quelques semaines déjà. Et donc, il était fortement question de mettre ça en place au niveau de Bibliomap. Donc, et c'est ce qu'a fait Zach. Voilà. Donc là, si vous connaissez un peu, vous reconnaissez que bah, maintenant les instituts, en fait, les instituts du CNRS apparaissent comme vraiment intégrés au CNRS. C'était une volonté de la tutelle. Maintenant, nous allons voir les trois différents types de bibliomap. Donc, en premier, nous avons le bibliomap live, qui est l'actuel bibliomap. Il permet de voir en temps réel les événements de consultation de la communauté scientifique du CNRS sur BIP CNRS. Donc, c'est la version qui est actuellement déployée sur le site Bibliomap. Ensuite, sur la slide suivante, nous pouvons voir le mode replay, qui permet, lui, de jouer des fichiers d'événements de consultation qui sont passés. Donc, le paramétrage de ces fichiers se fait lors du déploiement. On peut voir une zone de description du replay. Ici, c'est écrit que c'est un jour de simulation pendant la pandémie du Covid-19. On a une zone de progression du replay, où on peut voir la date et l'heure, le multiplicateur de temps, combien de fois le temps passe plus vite que la normale, ainsi que l'heure de début et l'heure de fin. On a également un indicateur qui explique que c'est le mode replay plutôt que le mode live. Enfin, le dernier type de bibliomap, c'est le player. Celui-ci n'est qu'une interface qui permet aux utilisateurs de EasyParse de visualiser leurs propres fichiers exportés. Lorsque un utilisateur va utiliser EasyParse pour exporter des fichiers de log en fichiers d'événements de consultation euh, .csv, il pourra les importer sur le bibliomap player afin de pouvoir lui-même les jouer. Donc on peut voir qu'il a en premier la zone d'importation des fichiers. Ensuite, on a la progression du replay avec un slider que l'utilisateur peut bouger lui-même. Il y a la date et le multiplicateur dedans. En dessous, on voit le compte des événements de consultation, donc par type de fichier, ainsi que ici par discipline. Plus tard, on pourra changer ce par quoi on veut trier les événements de consultation. C'est encore un type de bibliomap qui est en développement. Et tout en bas, à côté de ces parties, on a la carte d'état de lecture, donc qui montre si le player est en train de jouer, s'il est en pause, en chargement ou s'il est arrêté. Euh, je vais passer la main à, À moi. euh, à Fred. Merci Isaac, c'était super ta présentation. Merci. Alors, on arrive à la fin de la sprint review avec une date importante. Ça va être la sprint review numéro 11 qui aura lieu le jeudi 18 septembre 2025 de 10 heures à 11 heures, toujours en distanciel avec Zoom. Vous pouvez bien sûr consulter tous les replays des sprint review sur le blog. Vous voyez qu'à partir du moment où la vidéo est en ligne, eh bien, vous avez l'indication du replay et vous pouvez cliquer directement sur le lien. Pour les supports mutualisés, on arrive à la fin de la saison des supports avant les grandes vacances. Il va nous rester peut-être un ou encore ou deux, trois supports début juillet. Ils ne sont pas encore programmés, mais j'attends un petit peu des retours des utilisateurs. Vous aurez un support le 27 juin qui concernera la création d'un filtre bouquet pour les tableaux de bord génériques. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire en écrivant à l'adresse easyteam@couperin.org. Et puis, alors concernant le webinaire ABES, donc le webinaire de présentation de l'espace ABES et du tableau global commun, eh bien, a été reporté au 3 juillet. C'est pourquoi nous avons aussi décalé la présentation commune de ce tableau de bord
qui était prévu au départ le 30 juin, eh bien, nous l'avons reporté au 7 juillet. La date n'est pas encore confirmée, donc voilà, donc c'est programmé mais pas confirmé. Et donc voilà, vous pourrez retrouver nos collègues de l'ABES pour une présentation de cet espace ABES qui a été évoqué pendant toute la sprint review. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette sprint review et nous allons pouvoir passer aux questions.